L'économie de l'Iran est en grande difficulté, et elle ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite. Israël a frappé des installations de stockage de pétrole iraniennes, ainsi que des parties du plus grand champ de gaz naturel d'Iran ce week-end. L'économie iranienne a traversé ce que l'on décrit comme une décennie perdue de croissance économique accompagnée d'une forte inflation. Les marchés boursiers et des matières premières rouvrent après avoir subi un choc vendredi, lorsque Israël a attaqué l'Iran. Le pétrole est dans la ligne de mire. Alors que le monde observe les tensions avec Israël, une histoire bien plus importante se déroule à l'intérieur de l'Iran. Les prix montent en flèche et l'inflation approche les 50%. La monnaie, le rial, s'est effondrée de façon spectaculaire. Sur le marché noir, un dollar américain s'échange désormais contre plus de 700 000 rials, soit 10 fois plus qu'il y a seulement 7 ans. Les citoyens souffrent, avec plus de 30 millions d'Iraniens vivant sous le seuil de pauvreté, peinant à acheter du pain ou à payer leur loyer. Cette crise ne concerne pas seulement les sanctions ou la malchance. Elle est alimentée par un réseau de corruption des élites et par l'isolement mondial qui étouffe silencieusement le pays. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui se passe réellement et comment l'économie iranienne, l'un des pays les plus riches en ressources au monde, meurt d'une mort lente et douloureuse. Commençons par discuter des problèmes actuels qui minent leur économie. Le rial iranien est au cœur de ce chaos. En 2018, vous pouviez échanger 70 000 rials contre 1 dollar. À la mi-2025, ce chiffre a grimpé à 700 000 voire 800 000 rials. C'est une chute de valeur multipliée par 10. Pour les Iraniens, cela signifie que chaque visite au marché est un pari. Un sac de riz qui coûtait 100 000 rials il y a quelques années coûte maintenant près d'1 million. Les salaires n'ont pas suivi. La plupart des travailleurs gagnent environ 40 millions de rials par mois, à peine de quoi payer la nourriture et le loyer. La Banque centrale a essayé de résoudre ce problème en imprimant plus d'argent, mais cela s'est retourné contre elle. Cela a alimenté l'inflation, qui a atteint des niveaux records chaque année au cours des dernières années. Les prix des denrées alimentaires sont encore pires, avec des produits de base comme le pain et l'huile de cuisson qui ont augmenté de 50% depuis 2023. Les importations comme les téléphones ou les pièces détachées genre pour voitures sont désormais des articles de luxe parce que les rials achètent si peu à l'étranger. Ce ne sont pas que des chiffres sur un écran, ce sont des familles qui sautent des repas pour joindre les deux bouts. Avec la flambée des prix, les emplois disparaissent rapidement. Le taux de chômage officiel est d'environ 10%, mais il est probablement sous-estimé. Pour les jeunes, c'est plus proche de 30%, car près d'un Iranien sur 4 de moins de 30 ans est sans emploi. Pour les jeunes femmes, c'est encore plus élevé, autour de 42%. Les industries iraniennes s'effondrent également. Prenez le secteur automobile, autrefois une source de fierté pour la nation. En 2011, il produisait 1 400 000 véhicules, employant des milliers de personnes. En 2024, la production a à peine atteint 1 million, à cause des sanctions qui bloquent les pièces détachées et les marchés. Les usines dans des villes comme Tabriz ferment, laissant des ouvriers qualifiés sans emploi. Les petites entreprises souffrent aussi. À Ispahan, les cafés et les boutiques ferment parce que les gens n'ont pas les moyens de dépenser. Le secteur privé, qui pourrait créer des emplois, est étouffé par la bureaucratie et le manque de prêts bancaires. Lorsqu'une entreprise ferme, ce n'est pas seulement le propriétaire qui en souffre. Les travailleurs perdent leur salaire, les fournisseurs perdent des contrats et les communautés perdent espoir. En gros, l'effet domino est énorme. Ce désespoir a donné naissance à une économie souterraine. Les sanctions rendraient le commerce légal presque impossible, donc le marché noir est en plein essor. Ce ne sont pas seulement de petits trafiquants. Des réseaux organisés, souvent liés à de puissantes élites, font passer en contrebande tout, des médicaments au lait infantile, à travers les frontières avec l'Irak, la Turquie et le Pakistan. Le marché noir est immense, estimé à 10 milliards par an. La contrebande de carburant en représente une grande partie. Maintenant, avant de continuer, nous avons besoin de votre aide. Récemment, nos vidéos ont été censurées par l'algorithme. Donc si vous pouvez cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner, cela aide vraiment la vidéo sur YouTube. L'essence bon marché et subventionnée de l'Iran est détournée et vendue au Pakistan pour de gros profits. Dans les villes frontalières comme Zahedan, vous verrez des camions chargés de jerrycans, esquivant les patrouilles frontalières. Le marché noir des devises est encore plus déchaîné. Le gouvernement fixe un taux de change officiel, mais c'est une illusion. Dans le grand bazar de Téhéran, des vendeurs de rue échangent des dollars et des euros au taux réel, parfois le double ou plusieurs fois le taux officiel. Cela alimente l'inflation et érode la confiance dans le système. Ensuite, il y a l'économie informelle. Les vendeurs ambulants, les taxis non enregistrés et les petits commerçants. Ces emplois permettent aux gens de survivre, mais ils sont instables. Un jour, vous pouvez gagner assez pour le dîner, et le lendemain,
Rien du tout. C'est une façon de vivre très précaire, et cela ne fait que croître. L'économie souterraine permet à des millions d'Iraniens de survivre, mais ce n'est pas la seule façon dont les gens contournent le système. Un autre monde caché est en train de grandir, un monde qui fonctionne avec de l'argent numérique et qui promet de contourner les sanctions. L'Iran s'est tourné vers les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, pour maintenir le commerce en vie, et cela change la façon dont l'économie fonctionne, même si la plupart des gens n'y ont pas accès. En 2024, l'Iran a traité environ 1 milliard de dollars de transactions en crypto-monnaie, principalement avec des pays comme la Turquie et la Chine. Ce n'est pas de la petite monnaie, c'est une bouée de sauvetage pour les entreprises coupées des banques mondiales. Le gouvernement s'y est même mis en légalisant le minage de crypto-monnaies en 2019 pour attirer des fonds. Les mineurs utilisent des ordinateurs puissants pour créer des pièces numériques, et l'électricité bon marché de l'Iran en fait un point chaud. En 2025, le minage de crypto-monnaies consomme 10% de l'électricité du pays, assez pour illuminer des villes entières, mais il y a un hic. Ces mines provoquent des coupures de courant, laissant les maisons et les usines dans le noir pendant des heures. À Machhad, les habitants sont restés sans électricité pendant des jours en 2024 parce que les mineurs ont surchargé le réseau. Pour les Iraniens ordinaires, la crypto-monnaie est hors de portée. Il faut des ordinateurs coûteux et des compétences techniques. Donc ce sont surtout les gros acteurs, les entreprises liées à l'État ou les riches traders qui en profitent. Ensuite, il y a le risque. Les prix des crypto-monnaies y fluctuent énormément. Un jour, votre bitcoin vaut 50 000 $ et le lendemain, il en vaut 30 000. L'année dernière, un krach boursier a effacé 200 millions de dollars de crypto-monnaies détenues par des Iraniens. Le gouvernement sévit aussi, fermant des mines illégales et emprisonnant des traders pour contrôler le marché. Pour l'instant, la crypto aide l'Iran à contourner les sanctions. Mais ce n'est pas une solution. C'est un autre élément instable d'une économie déjà chancelante, et la plupart des gens en sont exclus. Tout cela permet à des millions d'Iraniens de survivre, mais ce n'est qu'un pansement sur une blessure bien plus profonde. Alors que les contrebandiers, les commerçants et les vendeurs ambulants s'en sortent tant bien que mal, la vraie question est de savoir pourquoi l'Iran, un pays qui regorge de pétrole, ne parvient pas à sortir de ce chaos. Eh bien, tout cela se résume à la dépendance du pays à ses puits de pétrole, et à ce qui se passe lorsque cette richesse n'atteint pas la population. L'Iran possède les 4e plus grandes réserves de pétrole au monde, pompant 3,2 millions de barils par jour en 2024, contre 2,5 millions au plus fort des sanctions. Le pétrole est la colonne vertébrale de l'économie, rapportant 18 milliards en 2024, principalement grâce aux ventes à la Chine. Mais ce n'est pas suffisant. Les prix du pétrole à la mi-2025 tournent autour de 70 à 75 $ le baril, en baisse par rapport à un sommet de 80 $. Le budget de l'Iran a été établi sur la base d'un pétrole à 80 $, donc chaque dollar en dessous de ce seuil fait mal. Le gouvernement s'attendait à 20 milliards de dollars provenant du pétrole en 2024-25, mais il leur manque probablement plusieurs milliards. Pendant ce temps, les prix mondiaux des denrées alimentaires augmentent. Le blé et le riz coûtent 20% de plus qu'en 2023, et l'Iran importe 60% de son blé. Les subventions pour la nourriture et le carburant tendent le budget, laissant peu de moyens pour les écoles ou les hôpitaux. Pire encore, une partie de l'argent du pétrole est consacrée aux dépenses militaires et au soutien d'alliés comme le Hezbollah au Liban. Nous en parlerons davantage dans un instant. Pendant que tout cela se passe, les Iraniens ordinaires qui ont le plus besoin d'aide ne voient rien de cet argent. Mais le pétrole, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Pendant des décennies, l'Iran a compté sur le pétrole pour financer tout, des routes aux retraites. Quand les prix étaient élevés, comme 100 $ le baril en 2014, le gouvernement pouvait dépenser librement. Mais quand les prix s'effondrent, tout que les sanctions frappent, tout le système vacille. Les sanctions jouent un rôle important dans cette histoire. En 2012, les États-Unis et leurs alliés ont ciblé le programme nucléaire de l'Iran, le coupant des banques mondiales. Les exportations de pétrole sont passées de 3,8 millions de barils par jour à moins de 3 millions, réduisant considérablement les revenus. En 2018, lorsque les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire de 2015, la situation s'est aggravée. Les avoirs de l'Iran ont été gelés, et des acheteurs comme l'Inde et le Japon se sont retirés. Aujourd'hui, l'Iran vend son pétrole à prix réduit à la Chine, souvent par l'intermédiaire de courtiers ou de pétroliers fantômes qui échappent au système de suivi. Cela rapporte de l'argent, mais ce n'est qu'une fraction de ce qu'il pourrait gagner sur un marché libre. Le gouvernement ne peut pas payer les importations ni investir dans les infrastructures, donc l'économie ne cesse de se contracter. Cette dépendance au pétrole pose un autre problème. Elle a laissé l'Iran coincé dans le passé.
Alors que des pays comme la Corée du Sud ont développé des industries technologiques et manufacturières, l'Iran a misé encore plus sur le pétrole brut. Il n'y avait pas de plan de secours. Lorsque les sanctions sont tombées, il n'y avait pas d'autre secteur pour prendre le relais. Des usines qui auraient pu fabriquer des voitures ou des appareils électroniques ont fermé parce qu'elles ne pouvaient pas obtenir de pièces détachées. Le secteur technologique est minuscule malgré une certaine croissance. Les startups à Téhéran ont augmenté de 20% en 2023. Mais elles manquent cruellement de financement. Le tourisme, qui pourrait rapporter des millions, est freiné par les sanctions et les tensions politiques. Les sites historiques de l'Iran, comme Persépolis, ont attiré 2 millions de visiteurs en 2016 lorsque les sanctions se sont assouplies, mais seulement 500 000 en 2024. Sans nouvelles industries, l'économie ressemble à un tabouret à une seule patte. Quand le pétrole vacille, tout s'effondre. Le pétrole a été la bouée de sauvetage de l'Iran, mais c'est aussi un piège. Quand le monde lui tourne le dos, cette bouée de sauvetage est coupée. Les sanctions des États-Unis et d'autres pays ont réduit la capacité de l'Iran à vendre du pétrole et à commercer librement, transformant une nation riche en ressources en un pays qui peine à payer ses factures. Les sanctions n'ont pas seulement nui au pétrole, elles ont isolé l'Iran du reste du monde. Coupé des banques mondiales, l'Iran ne peut pas commercer facilement. Des entreprises étrangères, comme les constructeurs automobiles européens, sont parties après 2018, emportant des emplois avec elles. Les investissements se sont taris. Avant les sanctions, l'Iran attirait 5 milliards par an en capitaux étrangers. Aujourd'hui, c'est moins d'1 milliard. Les entreprises ne peuvent pas obtenir de prêts parce que les banques sont en faillite ou ont peur des sanctions. Cet isolement a écrasé des industries comme l'acier et le textile, qui employaient autrefois des millions de personnes. À Shiraz, les usines textiles qui exportaient autrefois des tapis sont maintenant vides. Le gouvernement essaie de combler le fossé avec des subventions, mais c'est comme écoper un navire qui coule avec une cuillère à café. Les subventions et la corruption, c'est là que les choses deviennent vraiment compliquées. Le gouvernement iranien utilise depuis longtemps des subventions pour maintenir le prix du carburant, de la nourriture et des médicaments à un niveau bas. Ça semble être une bonne idée, aider les gens à se payer l'essentiel, mais ça s'est retourné contre eux. Le carburant bon marché a entraîné du gaspillage, puisque l'Iran consomme 88 millions de litres d'essence par jour. Une grande partie s'est passée en contrebande. Les subventions coûtent 80 milliards par an, soit près de la moitié du budget, et le gouvernement ne peut pas suivre. Lorsque les revenus pétroliers baissent, ils empruntent ou impriment de l'argent, ce qui fait grimper l'inflation. Réduire les subventions n'est pas facile non plus. En 2010, le gouvernement a essayé de réduire les subventions sur le carburant, et les prix ont doublé du jour au lendemain. Des manifestations ont éclaté, et des dizaines de personnes sont mortes. Depuis lors, les dirigeants ont peur d'y toucher, même si les subventions détournent des ressources des écoles ou des routes. C'est un piège. Si vous les gardez, vous faites faillite. Si vous les supprimez, vous faites face à des émeutes. La corruption aggrave tout cela. Les élites, y compris certaines liées au gouvernement et aux gardiens de la révolution, ont englouti des milliards destinés au public. Prenez les subventions pour les médicaments. 2 milliards de dollars par an sont censés rendre les médicaments abordables, mais une grande partie disparaît tout simplement. En 2023, un scandale a révélé que près de 4 milliards de dollars de fonds destinés à l'importation de thé ont été volés par des personnes de l'intérieur. Les médicaments essentiels comme l'insuline sont désormais rares, et les prix ont augmenté de 200%. Le carburant est un autre gouffre noir. Des millions de litres disparaissent chaque jour, vendus au marché noir par des réseaux ayant de puissantes connexions. Et il ne s'agit pas seulement de quelques brebis galeuses. C'est ainsi que fonctionne le système. Des groupes liés à l'État contrôlent des secteurs clés comme le pétrole et la construction, avec très peu de surveillance. Ils bénéficient d'exonérations fiscales et d'accords avantageux, tandis que les petites entreprises perdent le prix fort. Les Iraniens ordinaires voient cela et perdent confiance. Pourquoi travailler dur quand le système est truqué ? Le pire, c'est que la corruption n'est pas un problème récent. Elle est ancrée dans la façon dont l'économie iranienne est gérée depuis des décennies. Pour comprendre pourquoi une poignée d'élites détient autant de pouvoir, il faut remonter à la révolution islamique de 1979, lorsque tout le système du pays a été bouleversé. Avant la révolution islamique de 1979, l'Iran avait une monarchie et une économie mixte. Le pétrole était important, mais les entreprises privées, des banques aux usines, faisaient tourner l'économie. Les investissements étrangers affluaient, et des villes comme Téhéran étaient en pleine effervescence de croissance. La révolution a tout changé. Le nouveau gouvernement a nationalisé les banques, les champs pétrolifères et les usines, promettant un système plus équitable. Mais le contrôle de l'État a entraîné du gaspillage et de l'inefficacité. Les entreprises publiques n'arrivaient pas à concurrencer, et les entreprises privées ont été évincées. Avec le temps, un petit groupe d'initiés, comprenant des politiciens, des religieux et des militaires, a pris le contrôle.
Ils ont bâti des empires, détournant les profits tandis que l'économie stagnait. Aujourd'hui, les gardiens de la révolution détiennent des parts dans tout, des télécommunications au port, pour des dizaines de milliards. Ce système a étouffé la croissance et alimenté la crise. La corruption ne concerne pas seulement des élites avides, mais elle est aussi liée à une lutte plus vaste sur le contrôle de l'avenir de l'Iran. La politique du pays est divisée entre les conservateurs, qui veulent maintenir le statu quo, et les réformistes, qui prônent le changement mais gagnent rarement. Ce bras de fer est l'une des principales raisons pour lesquelles l'économie reste bloquée. Les conservateurs liés aux gardiens de la révolution et aux chefs religieux détiennent le plus de pouvoir. Ils bloquent les réformes, comme la réduction des subventions, parce qu'ils craignent des manifestations ou de perdre leur emprise. En 2023, ils ont rejeté un plan visant à réduire les subventions sur le carburant, même si cela aurait pu permettre d'économiser 10 milliards de dollars. Les réformistes, qui bénéficient d'un plus grand soutien parmi les jeunes et les citadins, veulent ouvrir le commerce et investir dans la technologie, mais ils sont mis à l'écart. L'élection en 2021 d'un président ultra-conservateur a empiré la situation. Les plans économiques ont stagné et les négociations étrangères ont échoué. Cette impasse a frustré tout le monde. À Téhéran, les gens se plaignaient des dirigeants qui se disputaient pendant que les prix s'envolaient. La destitution en 2025 d'un ministre des Finances à cause d'un scandale d'1 milliard de dollars a été une rare victoire pour cette responsabilité. Mais cela n'a pas corrigé le système. Les conservateurs protègent encore toujours leurs alliés, et les réformistes n'arrivaient pas à percer. Ce combat influence chaque grande décision, des subventions aux accords étrangers. C'est pourquoi la corruption prospère et pourquoi les familles continuent de lutter. Jusqu'à ce que cette division s'atténue, l'économie iranienne continuera de faire du surplace, et la colère qui monte pourrait déborder. Alors, quand on demande comment l'Iran en est arrivé là, la réponse était que c'est un mélange de mauvais choix et de malchance. La dépendance au pétrole a rendu l'économie vulnérable. Les sanctions ont coupé le commerce et les liquidités. Les subventions et la corruption ont épuisé les ressources. La promesse d'égalité de la révolution de 1979 a laissé place à un système où les élites prospèrent et les autres peinent. Le résultat est une nation en chute libre, sans solution facile. Mais la véritable tragédie ne réside pas dans les chiffres. Elle se trouve dans les vies bouleversées par cette crise. Des familles dans tout l'Iran souffrent. À Machhad, les gens font la queue à l'aube pour du pain subventionné, mais les boulangeries sont souvent à court avant midi. Une miche qui coûtait 10 000 rials en 2020 coûte maintenant 50 000. Le riz et l'huile de cuisson sont rationnés, et la viande est un mets rare. Dans les zones rurales, c'est pire. Le changement climatique rend la vie plus difficile, surtout pour les agriculteurs et les ouvriers urbains. Dans des provinces comme le Khouzistan, les sécheresses ont réduit la production agricole de 20% depuis 2020. Les rivières qui irriguaient autrefois les cultures s'assèchent et les champs se transforment en poussière. Les agriculteurs du Khouzistan, autrefois greniers à blé de l'Iran, abandonnent leurs terres et déménagent vers des villes comme Avaz, où les emplois sont rares. À Kerman, les producteurs de pistaches qui fournissent 80% du milliard d'exportations de pistaches coquillantes de l'Iran ne peuvent pas se permettre d'acheter des pompes à eau qui coûtent 30% de plus qu'en 2023. Les villes ne sont pas sûres non plus. Téhéran a connu des pénuries d'eau en 2024, obligeant des entreprises comme les restaurants à fermer plus tôt, ce qui a coûté des millions. Dans le Sistan, des tempêtes de poussière ont bloqué les routes commerciales pendant des semaines, laissant les chauffeurs routiers sans emploi. Le gouvernement estime qu'il lui faut 5 milliards de dollars pour réparer les systèmes d'irrigation et d'eau. Mais il n'y a pas d'argent. Des années de mauvaise gestion, comme la construction de barrages qui ont nui aux rivières, ont aggravé la situation. Le changement climatique n'est pas seulement un problème futur, il est là, maintenant, poussant davantage de familles dans la pauvreté. Les villages ruraux se vident, et les villes ploient sous la pression. Si l'Iran n'agit pas, cela pourrait transformer une mauvaise économie en catastrophe, avec davantage de personnes perdant leur maison et leur espoir. Beaucoup abandonnent leurs champs pour les villes. Mais les zones urbaines comme Téhéran sont surpeuplées, et les emplois sont rares. Le logement est un cauchemar. Un appartement d'une chambre à Téhéran coûte 25 millions de rials par mois à louer, soit la moitié du salaire moyen. Les salaires n'ont pas bougé depuis 2020, tandis que les loyers ont triplé. Les jeunes ne peuvent pas se permettre de quitter le domicile familial, ce qui retarde les mariages et les rêves de fonder une famille un jour. L'éducation n'offre pas de porte de sortie. L'Iran a une population jeune et éduquée. 40% des jeunes ont un diplôme universitaire. Mais les diplômés se retrouvent souvent endettés et avec des emplois précaires. Un diplôme d'ingénieur peut vous mener à travailler comme chauffeur de taxi, pas à une carrière. En 2024, 60% des diplômés étaient au chômage ou sous-employés. Les femmes rencontrent des obstacles supplémentaires. Seulement 14% des femmes iraniennes travaillent, l'un des taux les plus bas au monde.
Les barrières culturelles et les coupes économiques les touchent durement. Lorsque les entreprises réduisent leurs effectifs, les femmes sont souvent les premières à partir. Les communautés rurales sont également en difficulté. Les villages manquent de routes, de cliniques ou d'écoles. Et les agriculteurs ne peuvent guère pas se permettre d'acheter des semences ou des engrais, qui coûtent 30% de plus qu'en 2023. Les villes comme Téhéran reçoivent plus d'investissements, laissant les zones rurales se débrouiller seules. Le fossé est flagrant, et cela alimente le ressentiment. Les jeunes sont les plus durement touchés. Avec un taux de chômage important, ils ne voient aucun avenir. Les réseaux sociaux sont remplis de leurs histoires. Des diplômés qui publient avoir envoyé 200 candidatures sans aucune réponse. Cette frustration n'est pas seulement personnelle, elle est dangereuse. Elle pousse les gens dans la rue, et le gouvernement iranien commence à sentir la pression. Le poids de ces difficultés, les portefeuilles vides, les diplômés sans emploi et les rêves qui s'évanouissent, poussent les Iraniens à bout. Partout dans le pays, les gens descendent dans la rue, transformant leur frustration en revendication pour le changement. Ces manifestations ne sont pas nouvelles, mais elles prennent de l'ampleur et ébranlent le cœur de l'Iran. En 2022, la mort de Mahsa Amini en garde à vue a déclenché des rassemblements à l'échelle nationale. La souffrance économique était un facteur majeur. Les gens étaient déjà en colère à propos des prix et de l'emploi. Des protestations antérieures, comme celles concernant les prix du carburant en 2019 et les pénuries alimentaires en 2023, ont montré le même schéma. En 2024, de nouvelles vagues ont touché des villes comme Guam et Tabriz, avec des foules scandant contre l'inflation et la corruption. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des rues bondées de monde, certains brûlant des pneus, d'autres faisant face à la police anti-émeute. La réponse du gouvernement a été sévère. En 2022, plus de 600 personnes sont mortes lors des répressions, et des milliers ont été emprisonnées. En 2024, des dizaines d'autres ont été tués. Mais la répression n'a pas arrêté la colère. Les gens en ont assez d'un système qui semble se soucier davantage du pouvoir que de leur survie. Ces troubles pourraient s'aggraver, et c'est un signe avant-coureur de ce qui arrive. Une autre crise se prépare et aggrave la situation. Les pénuries d'énergie. L'Iran possède d'immenses réserves de pétrole et de gaz, mais il est en train de manquer d'électricité. En 2024, le pays a connu un déficit de 350 millions de mètres cubes de gaz, provoquant des coupures de courant et l'arrêt des usines. L'hiver de 2425 a été brutal, avec des foyers dans les provinces du nord comme le Mazandaran qui ont été privés de chauffage pendant plusieurs jours. Des industries allant du ciment à l'acier ont arrêté leur production, entraînant la perte de milliers d'emplois. Le problème. Des années de sous-investissement dans les champs gaziers et les pipelines, en plus des sanctions qui bloquent les nouvelles technologies. L'Iran brûle une grande partie de son gaz sur le marché intérieur, ce qui en laisse peu pour l'exportation ou l'industrie. Les coupures de courant frustrent une population déjà confrontée à la cherté de la vie, et elles constituent un nouveau motif de protestation. Les dépenses de l'Iran pour ses alliés régionaux constituent un autre fardeau. Le gouvernement envoie 1,6 milliard de dollars par an à des groupes comme le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et des milices en Irak. Depuis 2011, l'Iran a dépensé 50 milliards pour soutenir le gouvernement syrien. Cet argent pourrait réparer des écoles, construire des hôpitaux ou subventionner la nourriture, mais il est envoyé à l'étranger pour maintenir l'influence. Pour les Iraniens, c'est une pilule amère. Pourquoi financer des guerres alors que des familles n'ont pas de quoi manger ? Ces dépenses maintiennent également les sanctions, car les États-Unis et d'autres pays ciblent le soutien de l'Iran à ces groupes. C'est un cercle vicieux. Les dépenses, quand à l'étranger, alimentent l'isolement, ce qui resserre l'étau économique. Tout cela dresse un tableau assez sombre, mais que peut faire l'Iran ? Eh bien, tout n'est pas complètement perdu. Examinons quelques idées. Tout d'abord, la réforme économique est essentielle. Réduire les subventions pourrait permettre d'économiser des milliards. Actuellement, les subventions pour le carburant et la nourriture engloutissent 80 milliards par an. Les supprimer progressivement, comme la Turquie l'a fait dans les années 2000, pourrait libérer des fonds pour l'emploi ou les infrastructures. Mais c'est délicat. Les gens comptent sur le pain et l'essence bon marché. Et les réductions provoquant des manifestations. Le gouvernement pourrait atténuer le choc avec des paiements en espèces aux pauvres, comme la Jordanie l'a fait en 2018. Cela a fonctionné là-bas, en réduisant les troubles tout en économisant de l'argent. Maintenant, l'Iran a essayé quelque chose de similaire en 2010, mais une mauvaise planification a conduit au chaos. Il devrait bien faire les choses cette fois-ci. Lutter contre la corruption est aussi indispensable. L'Iran se classe 147e sur 180 pays en matière de corruption, selon Transparency International. Des milliards disparaissent dans les poches de l'élite chaque année. Bien que la destitution du ministre des Finances ait été un pas dans la bonne direction, ils doivent en faire davantage. Un vrai changement signifie s'attaquer aux gros bonnets, comme les entreprises liées aux gardiens de la révolution qui contrôlent 20% de l'économie. Cela ne sera pas facile, car ces entreprises globales ont une influence politique.
Néanmoins, de petites mesures comme des audits publics ou la protection des lanceurs d'alerte pourraient commencer à rétablir la confiance. La Malaisie a sévi contre la corruption dans les années 2010, récupérant 4 milliards de fonds volés. L'Iran pourrait s'en inspirer. Diversifier l'économie est une solution à long terme. Le secteur technologique iranien est un point positif. Les startups à Téhéran, comme une application de covoiturage appelée Snap, ont connu une croissance de 20% en 2023, créant 10 000 emplois. Mais elles ont besoin de financement et de moins de bureaucratie. Le gouvernement pourrait offrir des allègements fiscaux ou des fonds de démarrage, comme Singapour l'a fait pour son pôle technologique. Le tourisme est une autre mine d'or. Les sites historiques de l'Iran, comme l'ancienne ville de Persépolis, pourraient attirer des millions de visiteurs si les sanctions étaient assouplies. En 2016, 2 millions de touristes ont rapporté 3 milliards de dollars. En 2024, c'était la moitié de cela. Investir dans les hôtels et les guides pourrait améliorer cela. Maintenant, ces idées prennent du temps, mais elles rendraient l'Iran moins dépendant du pétrole. Diversifier l'économie semble être un rêve, mais l'Iran a déjà des éléments en place. Ils ne sont tout simplement pas encore assez importants pour sauver la situation. Au-delà du pétrole, des industries comme la pétrochimie et l'agriculture rapportent de l'argent, et elles pourraient être une bouée de sauvetage si on leur en donnait la chance. En 2024, la pétrochimie a rapporté 14 milliards de dollars en vendant des plastiques et des engrais à des pays comme l'Inde. Ce n'est pas négligeable, mais les sanctions bloquent les marchés plus importants, et les usines ne peuvent pas obtenir d'équipements modernes. L'agriculture est un autre point positif, employant 18% des Iraniens. L'Iran cultive de tout, du blé au safran, et ses pistaches ainsi que ses tapis sont mondialement célèbres. Mais les agriculteurs souffrent. Les pénuries d'eau, comme celles à Kerman, signifient des récoltes plus petites, et les coûts d'exportation ont augmenté de 25% en 2024 à cause des restrictions sur le transport maritime. Il y a aussi l'exploitation minière. L'Iran possède d'énormes gisements de cuivre et de fer, d'une valeur d'environ 3 milliards par an, mais le matériel obsolète et la bureaucratie limitent leur exploitation. Prenons un agriculteur à Yazd. Il cultive des grenades, mais sans eau fiable ni accord d'exportation. Il les vend localement pour presque rien. Le gouvernement pourrait aider en investissant dans l'irrigation ou en réduisant les barrières commerciales, comme la Turquie l'a fait pour stimuler son agriculture. Ces industries montrent le potentiel de l'Iran, mais elles sont au point mort. Si les sanctions étaient allégées, ou si les financements affluaient, elles pourraient créer des millions d'emplois et stabiliser l'économie. Pour l'instant, elles donnent un aperçu de ce qui pourrait être, si seulement le système leur permettait de se développer. Les relations internationales sont également essentielles. Si les sanctions étaient levées, l'Iran pourrait vendre son pétrole librement et accéder à 50 milliards de dollars d'avoirs gelés. L'accord nucléaire de 2015 l'a prouvé. L'inflation est passée de 35% à 9% en un an, et le tourisme a explosé. Mais la sortie des États-Unis en 2018 a tué ces progrès. Les discussions pour relancer l'accord se sont enlisées en 2024, et avec la montée des tensions entre l'Iran et Israël en 2025, un soulagement semble lointain. La Chine est une bouée de sauvetage, achetant 1 200 000 barils de pétrole par jour et investissant dans les ports. Mais c'est un partenaire difficile, exigeant des remises importantes. La Russie et la Turquie commercent aussi avec l'Iran, mais ils ne peuvent pas remplacer les marchés occidentaux. Un apaisement des tensions avec les États-Unis ou l'Europe pourrait débloquer le commerce, mais le soutien de l'Iran à des groupes comme le Hezbollah le maintient isolé. C'est une situation difficile. La diplomatie pourrait aider, mais la politique complique les choses. Il y a de gros obstacles à ces solutions. Les conservateurs au sein du gouvernement iranien craignent que les réformes n'affaiblissent leur emprise. Alors ils continuent de bloquer des plans utiles, comme ils l'ont fait en 2023. Les sanctions se renforcent. En 2025, les États-Unis ont ajouté de nouvelles pénalités sur les échanges bancaires et pétroliers de l'Iran. Les tensions géopolitiques, comme le rôle de l'Iran dans le conflit au Yémen, le maintiennent à l'écart de l'Occident. Il y a aussi le coût humain du retard. Plus de 5 millions de réfugiés afghans vivent en Iran, ce qui met les villes et les emplois sous pression. Si l'économie se détériore, davantage d'Iraniens pourraient fuir, ce qui augmenterait les flux de réfugiés vers la Turquie et l'Irak. Alors, avec tous ces obstacles et problèmes, que pensent les experts ? Certains voient de l'espoir. Le produit intérieur brut de l'Iran a augmenté de 2,2% en 2024, porté par le pétrole et la pétrochimie. Si le pétrole reste au-dessus de 70 $ le baril, l'Iran pourrait s'en sortir. Le secteur technologique et les petites entreprises font preuve de résilience. Mais, malgré des signes positifs, d'autres experts sont moins optimistes. Si le rial continue de chuter, l'hyperinflation pourrait frapper d'ici 2026. Le chômage pourrait atteindre 15% si les sanctions se renforcent. En même temps, les manifestations sont une variable imprévisible. Si elles prennent de l'ampleur,
Elle pourrait forcer des réformes ou entraîner une répression plus sévère, comme en 2022 lorsque près de 600 personnes sont mortes. Dans tous les cas, le changement arrive. La seule question est de savoir à quel point cela sera chaotique. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette crise n'est pas seulement le problème de l'Iran, c'est celui du monde entier. L'Iran fournit 3% du pétrole mondial. En 2024, la panique dans le détroit d'Ormuz, où passe 20% du pétrole, a fait grimper les prix de 10%. Si des troubles ferment les champs pétrolifères iraniens, les prix de l'essence pourraient flamber de Tokyo à New York. Déjà, les tensions avec Israël ont ébranlé les prix mondiaux en l'espace d'une semaine. Le rôle de l'Iran dans les conflits du Yémen à la Syrie lie son économie à la sécurité mondiale. Des milliards d'aides à la Syrie depuis 2011 ont alimenté les tensions régionales. Si les manifestations déstabilisent tout l'Iran, les groupes mandataires pourraient réagir, ce qui aggraverait les affrontements. Les flux de réfugiés constituent un autre risque. 5 millions d'Afghans et un nombre croissant d'immigrants iraniens mettent les pays voisins sous pression. La Turquie accueille déjà 4 millions de réfugiés. Un afflux supplémentaire pourrait faire basculer l'équilibre. Alors, où cela laisse-t-il l'Iran ? Des années de dépendance au pétrole, de corruption et d'isolement l'ont poussé au bord du gouffre. L'inflation, le chômage et les pénuries écrasent les familles. Les manifestations montrent que la population veut du changement, mais le gouvernement est coincé entre la réforme et la répression. Des solutions comme la réduction des subventions, la lutte contre la corruption et le développement de nouvelles industries pourraient aider, mais elles se heurtent à de grands obstacles. Le coût humain, des enfants affamés, des diplômés sans emploi, des villages abandonnés est bouleversant. Le monde ne peut pas détourner le regard. Le peuple iranien mérite un avenir où il peut se permettre d'acheter du pain et rêver à des jours meilleurs. L'auront-ils ? Ou bien cette crise va-t-elle déclencher un chaos qui ébranlera la région ? C'est la question, et la réponse nous concernera tous. Merci d'avoir regardé.